Bonsoir à tous. On sait que l'industrie de la sécurité, c'est-à-dire non seulement de l'armement des forces de l'ordre, mais aussi du contrôle des populations, connaissent depuis des années une prospérité extraordinaire. Une prospérité proportionnelle au recul général des libertés publiques dans nos supposées démocraties. Ce que l'on connaît moins, sans doute, en France pour l'instant, c'est la place prise par les équipements de détection des mensonges dans le développement proliférant des nouvelles techniques policières, judiciaires et même managériales ou administratives. Tout de suite, on reçoit pour son livre récent sur les détecteurs de mensonges la politiste Vanessa Kodachoni, professeure à l'université de Vincennes-Saint-Denis. Dans ce nouvel épisode d'OZAP, on s'autorise à penser. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonsoir Vanessa Kodachoni, merci d'être avec nous. Merci à vous. Cette fois encore, puisque vous êtes venue Oui. il y a quelques temps déjà, pour un ouvrage précédent qui tournait autour de la surveillance généralisée déjà, hein, l'autosurveillance, les voisins vigilants, hein, ce genre de dispositif. Aujourd'hui, recherche d'aveux et traque de la vérité, c'est le sous-titre de cet ouvrage que vous publiez chez Textuel, à nouveau autour des détecteurs de mensonges. Alors, l'image que l'on a traditionnellement du détecteur de mensonges, elle vient surtout du cinéma, des séries américaines. Hein. Ouais, et pas seulement, il y a un épisode hilarant, je crois, dans The Parents avec Robert De Niro et Ben Stiller. Tout à fait, que je cite par ailleurs. C'est ça que vous citez, où le papa fait subir à son gendre... Le beau papa. Le beau papa, oui, bien sûr, pardon. Le père de la fiancée fait subir à son futur gendre, parce qu'il lui-même a été militaire ou policier... membre de la CIA, je crois. Un contrôle de détection des mensonges. On réalise en vous lisant que c'est devenu une véritable industrie. Complètement. Que ces nouvelles techniques d'extraction de la vérité qui ont aussi, vous le montrez, et de plus en plus d'ailleurs, une dimension punitive. Hein. Vous mettez bien en avant, en réalité, les présupposés, les logiques sous-jacentes, les effets pas forcément explicites, hein, et les cibles en réalité très, très variées de ces dispositifs. Mais si on revient peut-être à l'histoire, pour commencer, à l'histoire de ces appareils et à la manière dont ils fonctionnent. Ça commence à la fin du 19e siècle dans le domaine de la recherche et dans les années 30 dans les commissariats des États-Unis pour ce qui est des applications avec le polygraphe. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la manière dont ça fonctionne et dont ça s'est diversifié d'abord au plan technique? Alors, le polygraphe en lui-même, il a été inventé, on pourrait dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale à peu près, même avant, hein, au début de la Seconde Guerre mondiale, enfin au début du XXe siècle. Et en fait, c'est un instrument dit de détection du mensonge qui consiste à placer des capteurs sur le corps d'un suspect ou d'une suspecte, le doigt, le bras, le torse, et qui va mesurer la sudation, donc la transpiration, le rythme cardiaque, et puis la respiration aussi. Chaque fois qu'on vous pose des questions, et il y a 3 types de questions, des questions banales, où habitez-vous, est-ce que vous vous appelez bien Julien, etc. Des questions qui portent sur le crime que vous êtes supposé avoir commis, est-ce que vous avez tué votre femme, et puis ce qu'on appelle des questions de contrôle qui sont un petit peu plus perverses, on pourrait dire, est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Et tout ça, c'est pour vous conditionner, et chaque fois que votre rythme cardiaque s'emballe, ou que vous transpirez, ou que vous respirez plus fort, les courbes du graphe augmentent. Et d'où le nom de polygraphe. Et donc, l'interrogateur, souvent un policier, dit « Le graphe indique que vous mentez, tu mens, donc est-ce que tu as quelque chose à dire ?» Et le polygraphe, c'est vraiment un instrument en fait, qui ne mesure pas le mensonge, mais qui peut mesurer un stress à un moment donné, pour diverses raisons. Vous avez une manifestation physiologique. Quoi. Vous avez une rage de dents, ça a été montré. Vous pouvez avoir un test positif au polygraphe. On peut indiquer que vous mentez. Vous êtes noir aux États-Unis et vous êtes interrogé par un policier blanc qui est extrêmement, très brutal dans ses questions, dans sa manière d'être, etc. Vous avez un faux positif au polygraphe. Tout un tas de facteurs peuvent influencer les résultats de ce test. Alors, vous racontez qu'au début, c'est une sorte de progrès dans les années 30, si j'ai bien compris, puisqu'en fait, ça remplace les mauvais traitements, les coups, tout simplement, hein, et
des choses qu'on peut assimiler en réalité à la torture, Oui. qui sont abondamment pratiquées, Bien sûr. alors sans doute par toutes les polices du monde, hein, Toutes les polices du monde, à et cette le feront époque-là, mais en encore. particulier, et encore aujourd'hui, mais en particulier sûr. à cette époque-là. Donc finalement, c'est une sorte d'avancée, disons, Ça semble-t-il, au départ. a été présenté comme une manière de pacifier les interrogatoires aux États-Unis. C'est-à-dire dans les années 30, hein, notamment aux États-Unis, il y a énormément de cas de violences policières extrêmes lors des interrogatoires, avec des coups, des formes de torture qu'on connaîtra plus tard, hein, mais pendant encore très longtemps, et aux États-Unis et ailleurs. Nous-mêmes, hein, nous avons... Pas certain que ce soit terminé. Voilà, c'est pas certain que ça soit terminé, évidemment, mais en tout cas, c'est présenté comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit il va falloir plus travailler sur la ruse, la persuasion et la violence psychologique plutôt que sur la violence physique. On va faire craquer les gens par d'autres techniques. Et le polygraphe s'inscrit dans cette volonté de faire craquer le suspect sans le frapper. Alors, vous montrez que, en particulier, avec la phase ouverte depuis quelques décennies d'accélération Oui. des progrès technoscientifiques, aujourd'hui même avec le développement de l'intelligence artificielle, il y a toute une série de nouvelles Oui. techniques qui se sont développées dans le même but, hein, mais en réalité avec des effets Avec peut-être beaucoup plus larges. C'est aussi là-dessus que vous vous attardez. Oui. Quelles sont ces nouvelles techniques alors ? Alors, les nouvelles techniques, en fait, elles sont à la fois anciennes et à la fois nouvelles. C'est-à-dire, il y a une technologisation de la détection du mensonge, hein, qui repose sur des vieilles techniques. Par exemple, vous avez eu le cas de la phallométrie, alors, qui est le détecteur de mensonges pour pénis. J'ai beaucoup aimé, oui. Qui est un C'est très amusant, détecteur- amusant et effrayant. C'est très effrayant. La phallométrie, c'est un détecteur de mensonges pour pénis qui consiste à placer un brassard sur le pénis des hommes pour vérifier qu'ils sont bien homosexuels en leur présentant des images ou des films pornographiques. Il faut savoir, malgré tout, que le polygraphe a toujours été utilisé, notamment aux États-Unis, mais aussi en Russie ou dans d'autres pays comme le Canada, qui avaient d'autres appareils de détection du mensonge, dans le cadre de purges homophobes. Donc il y a toujours eu un aspect traque des déviances sexuelles par la détection du mensonge et des appareils de détection de quelque chose. Et la phallométrie en fait partie, c'est-à-dire on va vérifier qu'un demandeur d'asile, ça a été fait en République tchèque il y a une dizaine d'années, que des demandeurs d'asile qui disent « je suis persécuté dans mon pays parce que je suis homosexuel », on va vérifier qu'ils sont bien homosexuels en vérifiant qu'ils ont une érection si on leur passe un film, etc. Donc ça, c'est Ça une fait forme... penser à Orange Mécanique. la fameuse C'est Orange séquence Mécanique, d'Orange mais Mécanique. vous avez le vrai Orange Mécanique. C'est-à-dire que dans certains centres de sécurité maximale au Canada, pour des cas de délinquance sexuelle, on leur met un casque sur les yeux, on les oblige à regarder en leur bloquant le regard et on leur passe des images de violences sexuelles contre des enfants, qui sont des images de synthèse, hein, et ils sont obligés de regarder ces images de violences sexuelles des enfants et on vérifie s'ils sont excités ou pas par ces images de violences sexuelles. Donc ça existe encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas du... Voilà, donc il y a tout un ensemble de détection du mensonge qui vont viser à révéler la vérité sexuelle. Si je vous ai bien lu, même, on va jusqu'à la photoflétismographie vaginale pour Alors, vérifier que les demandeuses d'asile sont effectivement lesbiennes. Exactement. Si elles demandent au titre des discriminations Alors, sexuelles un refuge. A priori, ça n'a jamais été pratiqué sur des réfugiés ou des demandeuses d'asile lesbiennes, hein, mais ça existe bien, cette possibilité de mesurer l'afflux sanguin dans le vagin en cas d'excitation. Et justement, le Haut Commissariat aux réfugiés a dit attention, vous l'avez déjà fait sur les gays. Nous ne tolérerons pas que vous le fassiez sur les lesbiennes. En fait, c'est inacceptable. Ça a été dénoncé de toutes parts. Mais ça, on sait que ça existe. Donc, il y a tout ce type d'appareillage-là qui vise à faire jaillir une vérité sexuelle, à révéler une monstruosité ou une déviance, etc. Ensuite, vous avez tout un tas d'instruments. Alors ça, c'est la neurodétection du mensonge qui se développe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui sont des détecteurs de mensonges très dangereux, qui vise en réalité à savoir si vous mentez ou non en vous plaçant des électrodes sur la tête et en regardant si, quand on vous parle d'un crime, d'un délit, si on vous montre la photo de quelqu'un, d'une victime, si on vous montre la photo d'une arme, votre cerveau bourdonne. S'il y a des zones de votre cerveau qui s'éclairent, qui sont stimulées. Et en Inde, vous avez par exemple une étudiante indienne qui en 2004 a été condamnée à mort pour avoir empoisonné, elle disait que c'était faux, hein, son fiancé à l'arsenic parce qu'un neurodétecteur de mensonges avait décelé dans son cerveau un souvenir du crime. Il lui avait lu « J'ai empoisonné mon fiancé à l'arsenic » et son cerveau aurait bourdonné. Et donc, elle a été condamnée à mort. Évidemment, ça a été cassé par la Cour suprême indienne, mais il y a eu quelques cas encore de condamnation à mort. Et ça se développe beaucoup. C'est un encéphalogramme. Donc, Un encéphalogramme. c'est pas la même chose
qu'une autre technique qui est celle de l'imagerie médicale carrément, c'est-à-dire de l'IRM ou du scanner. Exactement. Qui est une autre façon d'aborder la question. Le scanner, par exemple, c'est une image fixe du cerveau. Là, c'est le cerveau en mouvement qui va intéresser. Et donc, il y a beaucoup de neuroscientifiques qui se sont, depuis une vingtaine d'années, investis dans la détection du mensonge via le cerveau. Et notamment, il y a une zone qui les intéresse beaucoup, c'est le cortex, les cortex frontaux, qui serait le lieu où on pourrait détecter le mensonge. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement intrusif. Parce qu'on vous pose même plus de questions. On vous demande même plus si vous avez tué votre femme ou pas, par exemple. On vous installe sur une chaise, on vous lit « j'ai tué ma femme » et on regarde si votre cerveau s'est éclairé. Et ça, c'est vraiment... Et ça intéresse évidemment beaucoup les services de renseignement. Ça a beaucoup intéressé le FBI, la NSA, tout un tas évidemment d'agences gouvernementales. Vous dites que la DGSE en France est le seul organisme qui utilise ce genre de technique. Alors, la DGSE en France utilise depuis une quinzaine d'années le polygraphe. En interne. En interne, pour vérifier la crédibilité de ses sources, mais aussi pour tester certains de ses ex-agents. Il y avait une histoire avec un agent qui aurait été retourné par la Chine notamment, dont la DGSE y a recours en France. Et on sait que, et c'est en lien avec ce que je vous disais, c'est-à-dire que le FBI et la NSA sont très intéressés par la neurodétection du mensonge dans le cas des terroristes. Parce qu'on sait qu'ils ne parlent pas. Enfin, en tout cas, ils parlent peu en interrogatoire. Et j'en reviens à la France. Quand Mohamed Merah est passé à l'acte en 2012, on sait qu'il a menti lors de ces divers interrogatoires et que les interrogateurs n'ont vu que du feu et ont vu aucun danger. Et quand il y a eu les tueries de Mohamed Merah, il y a eu un rapport qui a été remis à ce moment-là en disant il faut réintroduire dans le cas des terroristes le détecteur de mensonges. Pourquoi en France nous n'avons pas le polygraphe? Donc ça date d'une dizaine d'années. Il y a eu des voix qui se sont fait entendre pour dire dans le cas des terroristes, il faut de polygraphe. C'est ce que fait la Belgique depuis une trentaine d'années, puisque pour les terroristes, ils utilisent le polygraphe de manière massive. C'est 400-500 dossiers par an, à peu près. Pour en revenir à d'autres... Il y a une autre chose qui se développe, comme je vous le disais, il y a la neuroscience, mais il y a aussi l'intelligence artificielle, vous le disiez. Et là, on a deux types de détecteurs de mensonges qui se développent, à la fois ce qu'on appelle des machines conversationnelles, c'est-à-dire, en gros, l'idée... c'est de plus que vous posiez une question avec un appareil, un polygraphe, c'est une machine qui va poser les questions à la place de quelqu'un et qui va capter votre regard, la dilatation de votre pupille, la fréquence de votre voix, la tonalité de votre voix, qui va regarder comment vous positionnez votre menton, comment vous positionnez votre posture, qui peut aussi regarder votre rythme cardiaque avec des capteurs. Et ça se développe énormément dans le secteur aéroportuaire. Ça a été testé à New York, ça a été testé en Europe de l'Est, avec beaucoup d'argent de l'Union européenne, 4 millions d'euros quand même, je le rappelle. C'est le programme e-Border CTRL qui propose des machines conversationnelles détecteurs de mensonges pour vérifier si la personne, elle est bien voyageuse, si ce n'est pas un terroriste en puissance. Donc, vous avez ce type d'appareil-là qui se développe énormément. Et c'est censé pouvoir être fait assez rapidement. 3 minutes, ça peut être... Voilà. L'idée, c'est que ça puisse être fait en série. En série. Sur des cohortes de voyageurs. Exactement. Et donc, il s'agit d'échanger quelques mots avec une machine qui, avec un référentiel du comportement normal ou de la physiologie normale pendant le dialogue, va pouvoir détecter des anomalies, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, il s'agit de filtrer la population avant l'intervention humaine. Et toute personne qui échoue à ce détecteur de mensonges, évidemment, et ensuite subit un interrogatoire humain. L'idée étant d'aller plus vite, de faciliter le travail. Et en plus, il y a des discours sur ces machines-là sont moins discriminatoires qu'un douanier, par exemple, ou quelqu'un, parce qu'elle ne va pas regarder la couleur de peau. Sauf qu'en réalité, on sait que toutes ces machines conversationnelles, comme beaucoup d'algorithmes, sont discriminatoires. Donc vous avez ça. Et puis, de manière tout à fait liée, vous avez aujourd'hui des logiciels de détection ou de notation piloté par intelligence artificielle. Par exemple, aux États-Unis, si vous voyagez, un logiciel va vous attribuer un score de risque. Si vous êtes un homme d'une trentaine d'années, vous venez du Moyen-Orient, votre score de risque va être très élevé. Et donc, vous avez de fortes chances d'être arrêté, interrogé, etc. Ce qu'on ne sait pas, et je remercie la Quadrature du Net pour son travail sur cette question, c'est que la CAF a aujourd'hui des logiciels de détection de la tromperie qu'ils appellent, je crois, ils vont déceler des score de suspicion, pour déceler si vous n'êtes pas un faux allocataire, si vous n'êtes pas un assisté qui bénéficie de fraude, si vous ne fraudez pas en réalité à tout un tas de choses, à l'assurance chômage, etc. Vous mentionnez un appel d'offres qui a été lancé en 2019 par le Centre de formation des agents de la sécurité sociale. Oui, tout à fait. Et qui était intitulé « Conception et animation de formation dans le domaine des techniques d'audition et de détection du mensonge ». Et en fait, il s'agit d'entraîner par toutes sortes de techniques, donc les agents,
à détecter donc ceux qui ne font pas des déclarations honnêtes pour accéder aux aides sociales. C'est typiquement néolibéral, c'est typiquement anglo-américain. Et d'ailleurs, ça existe en fait en pratique, vous le dites un peu après, depuis 2007 en Angleterre. Les travailleurs sociaux britanniques utilisent un détecteur de mensonges vocal pour débusquer les fraudeurs aux allocations de chômage et au logement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas là pour aider les populations, comme ce serait a priori le principe de l'aide sociale. Ils sont là pour détecter les faux assistés. Oui, les faux assistés, exactement, par la mesure du stress vocal, qui est une autre forme de détection du mensonge. Mais dans le cas de Pôle emploi que vous citiez, c'est encore une autre forme de détection du mensonge dont je n'ai pas parlé encore, qui est la plus simple, que vous et moi, on pourrait mettre en œuvre, qui est la communication non verbale, qui est l'analyse de votre manière de sourire, de lever votre sourcil, de regarder l'autre, de poser vos lèvres, de parler, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est l'une des formes de détection du mensonge qui se vend le plus dans des entreprises ou justement à Pôle emploi, où on va regarder si un salarié, par exemple, est en train de mentir quand il dit qu'il n'a pas fait ceci ou cela. Je donne un exemple dans mon livre d'une entreprise française qui va demander à un spécialiste de la détection du mensonge par l'analyse du visage, est vraiment en colère ou mime la colère qu'il est en train d'exprimer, un syndicaliste. Donc vous avez énormément d'entreprises aujourd'hui qui utilisent ce type de détection du mensonge qui ne se voit pas en fait, qui ne nécessite aucun appareil. Donc vous voyez, c'est très très vaste. On parle de l'intelligence artificielle, des neurodétections du mensonge, de la communication non verbale par l'œil en fait. Il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui achètent un dispositif qui a un oculomètre. Donc pour passer un entretien d'embauche, vous êtes sur un ordinateur et on va vous regarder si votre pupille est dilatée, pas dilatée. Et c'est ça qui participe au processus d'embauche. Alors, il y a plusieurs catégories de population qui sont typiquement les cibles de ce type de dispositif. Vous avez mentionné les terroristes. Au départ, c'était juste les criminels. C'était les criminels. Vous avez mentionné les terroristes, mais très tôt, il y a eu un énorme marché qui s'est ouvert en particulier aux États-Unis, si j'ai bien compris, dans le cadre des problèmes conjugaux, du divorce. Exactement. Et encore aujourd'hui, pour la détection de l'infidélité. Par exemple, il y a, on le disait, les assistés ou supposés tels, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de la solidarité collective, qui sont d'emblée traités comme des fraudeurs possibles, et d'abord comme des fraudeurs possibles. Les délinquants sexuels aussi, en Angleterre, si j'ai bien compris. Canada, Angleterre, Russie, États-Unis. On oblige ceux qui sont sortis de prison à se soumettre et éventuellement on les renvoie en prison s'ils ne passent pas, c'est quand même quelque en chose cas de récidive. Qui est quand même incroyable. C'est-à-dire de peur de la récidive. C'est ça. Ça, au Royaume-Uni, donc, le détecteur de mensonges n'est utilisé que contre les délinquants sexuels pour l'instant. Il y a une loi qui a été proposée là en 2021, donc il y a 3 ans, qui propose d'élargir aux maris violents, aux terroristes, à des délits sexuels beaucoup moins graves, etc. Donc qui consiste en réalité à passer au détecteur de mensonges des gens qui ont purgé leur peine, qui sont sortis de prison mais qu'on suit. Ils sont obligés de passer au détecteur de mensonges. S'ils échouent, ils repartent en prison. Donc, et c'est des centaines de personnes. Donc là, on a un effet. On n'interroge même plus les gens sur le crime qu'ils ont commis. On les interroge sur l'onanisme, donc la masturbation, sur leurs pensées, sur leurs fantasmes, sur ce qu'ils ont regardé sur Internet, etc. Donc là, on est dans quelque chose d'autre, me semble-t-il, que la recherche d'un aveu d'un crime. On est dans la recherche d'un aveu de fantasmes, de pensées déviantes ou de la monstruosité d'une personne. D'accord, on recherche l'intention éventuellement, et il y a une dimension préventive. La dimension préventive. La Minority Report, selon le roman de Philippe Cadic et puis le film après. Vous avez parfaitement raison. L'un des premiers inventeurs, il est israélien, d'une machine conversationnelle. Donc ces agents, ces machines qu'on place dans les aéroports, c'est quand j'ai vu Minority Report, ce film, que je me suis dit, il nous faut une machine par intelligence artificielle qui va faire en fait comme le polygraphe, sauf que ça va être une machine. Il est parti de là. Et toutes ces machines par intelligence artificielle aujourd'hui, elles visent à déceler des intentions. Intention de commettre quelque chose parce que vous avez eu la pupille dilatée, parce que votre voix a été plus forte, parce que vous avez mis plus de temps à répondre qu'une question que quelqu'un d'autre. Et on va déceler une intention malveillante. Et je signale, parce que ça nous concerne évidemment, on parle beaucoup de reconnaissance faciale, mais toutes ces sociétés qui sont en train de développer ça, elles pensent à quoi après? Elles pensent au stade de foot, elles pensent au stade sportif, et elles pensent à la gestion des manifestations. L'une des sociétés, si on va sur le site internet, je l'indique dans mon livre, on voit une manifestation devant un monument public. Et dans ce Donc cas-là, les prochaines cibles,
peuvent être tout à fait les manifestations où on capterait le visage des manifestations et on repérerait par les micro-gestes et expressions des intentions malveillantes, de commettre des violences, par exemple. Ils ont fait des tests sur les hooligans, déjà. Enfin, ils se préparent à ça. C'est le futur, ça. De façon éventuellement à intervenir à les arrêter. De manière préventive. Oui. Donc on est passé, vous insistez bien là-dessus, à une logique de recherche de la vérité, à une logique qui est souvent punitive, oui. Préventive et ou punitive. Il y a plusieurs objectifs de ces détecteurs du mensonge. Il y a obtenir l'aveu, ça c'est la première des choses, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est historique, on veut obtenir l'aveu, on veut que quelqu'un avoue. Par ailleurs, il faut savoir que beaucoup de gens avouent avant, pendant ou après le test. C'est ça. Donc il y a cet effet quand même, ça marche en fait. Ça impressionne et ça dissuade ou ça incite à l'aveu. Il n'y a pas seulement la machine elle-même. Exactement, ça fait il y a toutes les circonstances autour, toute la procédure qui sont faites pour intimider, Exactement. pour amener à l'aveu. Je rappelle cette phrase de Richard Nixon de 1970. Il dit, je ne sais pas si les détecteurs de mensonges marchent, mais je sais que ça fait peur aux gens. Voilà. Donc il y a ça, faire avouer. Après, il y a chercher une vérité. Laquelle ? Une vérité judiciaire. Une vérité sur une déviance, un fantasme, une monstruosité, une vérité identitaire. Je donne l'exemple, par exemple, des sportives qui ne sont pas assez femmes ou des sportifs qui ne sont pas assez hommes et à qui on fait passer des tests hormonaux. On peut prendre le cas de Caster Semenya, par exemple, qui doit se livrer à des tests hormonaux, comme beaucoup d'athlètes ou de sportifs transsexuels, par exemple. C'est une forme de détection du mensonge aussi, par le test. Et j'insiste beaucoup sur la forme test, tester l'autre. Et puis, il y a aussi d'autres aspects, qui est, par exemple, séparer les individus. Séparer le vrai du faux, mais séparer les vrais du faux. Séparer les vrais homosexuels des faux homosexuels. Séparer les vraies femmes des faux hommes. Séparer les vrais pauvres des faux pauvres. Les vrais innocents et puis les faux innocents. Par exemple, je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que je n'ai pas retrouvé la référence, mais en Inde, ils avaient quand même fait passer au détecteur de mensonges des femmes qui accusaient des hommes de les avoir violées, pour savoir si elles n'étaient pas des fausses victimes de viol. En Espagne, il y a des détecteurs dans tous les commissariats espagnols. Vous déposez plainte pour vol, on va vous passer votre plainte écrite au détecteur de mensonges pour savoir si vous n'êtes pas une fausse victime de vol. En comparant, là encore toujours, par rapport à un référentiel par rapport de la à un plainte référentiel, c'est-à-dire vous ne donnez pas assez de détails, vous n'avez pas appelé assez vite la police, vous avez intervenu trop tard, vous n'êtes pas assez précis, c'est pas assez long, par rapport à des critères presque comptables en fait. Et donc il y a aussi aujourd'hui ça, c'est-à-dire les vraies et les fausses victimes par la détection du mensonge. Donc moi j'insiste beaucoup dans mon livre sur le partage non pas tant entre le vrai et le faux qu'entre les vrais et les faux, les vrais et les fausses. Du point de vue peut-être terminer là-dessus, oui. de la diffusion géographique, il y a une 60aine de pays, vous nous dites, qui a des degrés très divers en fait, puisque parfois c'est reconnu légalement, pas toujours au pénal. Aux États-Unis, par exemple, je crois que c'est reconnu au civil, notamment dans les affaires de divorce, l'usage, les diagnostics issus de la pratique du détecteur de mensonges, mais au pénal, ça a été bloqué parce qu'il y a eu trop de controverses. Trop de controverses. En Russie, c'est très, très utilisé. Très utilisé, c'est 50 000 tests par an minimum. Alors c'est historique avec le KGB évidemment, mais c'est très utilisé. Alors on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais on sait que les entreprises utilisent beaucoup le détecteur de mensonges. Et je le dis dans mon livre, les entreprises françaises qui ont des filiales dans des pays qui autorisent le détecteur de mensonges, en Amérique latine, en Russie, Auchan a utilisé des détecteurs de mensonges contre des centaines d'employés dans leur filière en Russie parce qu'il y avait eu des malversations, des craintes de corruption, etc. Les Américains, ils n'ont pas vraiment le droit de le faire dans leur pays au niveau des entreprises, mais comme ils ont beaucoup d'entreprises, par exemple en Amérique latine, où c'est autorisé, eh bien, ils utilisent les détecteurs de mensonges en Amérique latine. Donc il y a une forme de contournement des législations nationales en utilisant d'autres pays où c'est possible. Mais il y a effectivement des disparités. L'Inde est un des plus grands pays où on utilise des détecteurs de mensonges. Le polygraphe, les sérums de vérité, avec des injonctions de sérum de vérité. La neurodétection du mensonge, j'en ai parlé. Bon, la Russie, évidemment. Le Canada utilise aussi les détecteurs de mensonges. Vous parlez de la détection de l'homosexualité dans l'armée, par exemple, très tôt. Dans les années 50, très tôt, on va essayer de détecter les homosexuels par la dilatation de leur pupille. On appelle ça la machine à fruits. C'est dans le cadre d'une grande purge homophobe qui a eu lieu au Canada dans les années 50. Vous avez aussi le Japon qui utilise beaucoup le détecteur de mensonges. Israël est très important parce qu'il l'utilise dans tous les secteurs. Le travail, dans le secteur de l'infidélité, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le détecteur de mensonges a, dès les années 30, été considéré comme un détecteur d'amour.
Et on considère que, eh bien, pour traquer l'infidélité, il faut passer son conjoint ou sa conjointe au détecteur de mensonges. Et ça marche, et ça paye. Et vous avez des gens qui se font beaucoup d'argent. C'est, je crois, je dis le chiffre, hein, c'est $500, je ne sais plus, et puis ça dans les pays. On fait passer son compagnon ou sa compagne au détecteur de mensonges. Vous mettez ça en relation avec la mode aussi des tests ADN que vous pouvez recevoir par la poste pour vérifier votre ancestralité, pour vérifier que votre enfant est bien le vôtre aussi. Oui. En France, c'est encore interdit, c'est encore interdit, mais c'est très facilement accessible. Mais c'est très facilement via accessible Internet, par Internet, et les envois c'est par la des dizaines poste. de milliers de tests qui sont vendus. Et je le dis, il y a, à mon avis, 2 marchés, ou 3 même. Il y a le marché de l'amour, hein, on vient de le dire. Hein, voilà, c'est les coachs en amour, c'est l'organisateur de mariage, etc. Vous pouvez commander un test que vous allez faire passer à votre fiancé ou homme ou femme, un détecteur de mensonges pour vérifier qu'il était fidèle. Alors, il faudrait trouver, en France, hein, vous parlez, en France, il faudrait trouver des polygraphes. J'en ai trouvé 2. Pour l'instant, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a certainement des gens qui le font, hein, mais pour l'instant, c'est pas reconnu. Donc il y a le marché de l'amour. Ça, c'est pas très développé en termes de détection du mensonge. En revanche, il y en a 2 qui sont très développés. C'est le marché de la suspicion, c'est-à-dire le marché qui fait douter de l'autre en permanence. Hein. C'est le GPS qu'on met dans le cartable de ses enfants. C'est espionné par une caméra interne, la nounou. Donc ça fait partie aussi de ce marché-là. Et puis vous venez de le dire, il me semble qu'il y a un marché de la vérité qui rapporte énormément d'argent, c'est la détection du mensonge, mais ça va être aussi les tests de QI que l'on fait passer à ses enfants, dans les milieux privilégiés surtout, hein, pour vérifier la surdouance et puis pour tout un tas de raisons, et puis les tests ADN, qui là encore permettent de faire jaillir une vérité du corps, qui viennent révéler des secrets, avec des histoires parfois rocambolesques, hein, comme je cite un SDF qui apprend que son père est multimillionnaire, etc., etc. Et donc il y a un marché de la vérité qui est très important et dans lequel s'inscrit la détection du mensonge. Merci beaucoup. Merci à vous. Vanessa Colaccioni. Donc la surveillance généralisée, hein, le traçage des individus, c'est pas seulement les caméras partout. Non. C'est aussi ce type de dispositif qui est en train, semble-t-il, de monter en puissance. J'invite chacun et chacune à lire cet excellent livre, très riche, sur les détecteurs de mensonges, recherche d'aveux et traque de la vérité.